Parfait. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez. Parfait. Donc, bienvenue à cette Play conférence sur le jeu vidéo alternative pour une relation sans violence. C'est un jeu vidéo qui a été développé par la conférence romande des bureaux de l'égalité et qui vise à sensibiliser particulièrement un public jeune aux violences dans le couple. Aujourd'hui, avec moi, il y a Maribel Rodriguez, chef du bureau vaudois de l'égalité, qui nous présentera du coup un peu plus l'émergence de ce projet et le contexte qui l'entoure et aussi ses objectifs. Et avec elle, on est aussi accompagné par Antoine Debois, producteur et scénariste au DNA Studio, qui est donc le studio qui est derrière la production et la réalisation de ce jeu. Et moi-même, je me présente aussi, Clémence Danesi, je suis coordinatrice pour le projet Égalité de genre et transformation numérique qui organise donc cet événement aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du jeu et du sujet, en premier, je vais peut-être vous dire quelques mots sur le projet Égalité de genre et transformation numérique, qui est donc un projet qui a vu le jour sous la direction de l'Université de Lausanne, enfin du Bureau de l'égalité de l'Université de Lausanne, c'est important, en 2021. Et c'est un projet en collaboration aussi avec les services égalité de l'EPFL, de la HESSO et de l'association structurelle. Et depuis 2025, le bureau de l'UNIL a passé le flambeau à la Haute École de gestion de Fribourg, qui fait partie de la HESSO donc. Et donc c'est un projet qui a vraiment pour but d'imbriquer ces deux thématiques que sont le genre et le numérique pour d'une part faire le constat des inégalités qui existent dans les mondes numériques encore aujourd'hui, que ça soit autant dans la représentation dans le monde professionnel, mais aussi dans les formations informatiques et numériques, aussi pour aussi toutes les inégalités liées aux violences en ligne et à la présence des femmes en ligne, mais aussi tous les biais, notamment de genre, dans les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et en plus un peu de ce constat des inégalités, le projet il a aussi quand même pour but d'avoir un aspect un peu plus positif, donc aussi de réfléchir à c'est quoi les solutions pour faire face à ces inégalités, c'est quoi les initiatives qui existent déjà, et également de voir si le numérique peut permettre de rendre nos sociétés plus égalitaires. Et peut-être juste de passer la prochaine, ouais, encore une deuxième fois, parfait. Et concernant la thématique plus précise du jeu vidéo qui nous amène aussi aujourd'hui, on avait déjà eu l'occasion l'année passée de venir au Digital Dreams Festival. Là, il y a un petit retour de l'équipe qui était sur place et on avait aussi fait une conférence, cette fois-ci où on avait plus eu un angle sur la représentation genrée dans les jeux vidéo eux-mêmes, mais aussi une table ronde pour parler de diversité dans l'industrie du jeu vidéo ou encore du sexisme dans les communautés gaming. Et aujourd'hui, on a décidé de de venir avec un autre angle tout en continuant à parler de jeux vidéo. Et en fait, c'est le bureau vaudois qui nous a contactés de base ce printemps pour nous dire qu'il y avait ce jeu alternatif qui venait de sortir. Je ne sais plus la date exacte du lancement, mais ça devait être mai, au mois de mai. Oui. Au mois de mai 2025. Et on s'est dit, c'est l'occasion de voir ici comment le jeu vidéo peut être utile à réduire les inégalités et ici en particulier les violences. Donc voilà, je vais laisser la parole à Maribel qui va vous parler plus en profondeur de ce projet. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, très bien. Merci beaucoup à l'université en premier lieu pour nous avoir donné cette possibilité de discuter avec vous, de vous présenter ce jeu. Sur lequel on a travaillé pendant un certain nombre de mois avec DNA Studio, donc qui est une petite entreprise fribourgeoise qui a vraiment été d'une aide absolument essentielle dans ce projet. D'abord, je voulais vous présenter quelques petits chiffres. Je ne vais pas vous assommer de chiffres.
Voilà, merci. Mais qui explique pourquoi finalement on s'occupe de cette thématique-là et pourquoi est-ce qu'on a développé un jeu à l'intention des jeunes. D'abord, il faut comprendre que les bureaux de l'égalité s'occupent aussi de la violence domestique et de manière générale des violences à l'égard des femmes. En Suisse, il y a une femme sur 5 qui, au cours de sa vie, va subir de la violence physique ou sexuelle, en général, la plupart du temps, dans son couple. En ce qui concerne les enfants, jusqu'à la majorité, la prévalence est de 1 mineur sur 5 qui est exposé à la violence domestique, que ce soit qu'il soit exposé à la violence dans le couple parental ou qu'il soit lui-même directement exposé à cette violence psychique ou physique. Un chiffre aussi qui est important de garder à l'esprit parce que souvent, on rencontre ce discours même dans les tribunaux, on a tendance à dire oui mais voilà, peut-être qu'il bat sa femme mais c'est un bon père. Or les études tant au niveau suisse qu'au niveau international nous montrent qu'entre 40 à 60% des maris violents sont aussi des pères violents. Donc ça nous amène à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut travailler pour déconstruire ces idées reçues et travailler avec ces enfants qui sont directement impactés. Et puis l'autre élément qui nous a motivés à développer ce support, c'est que les enfants qui soient directement atteints physiquement ou simplement, entre guillemets, exposés à cette violence dans le couple parental, vont développer dû au fait qu'ils sont élevés dans ce contexte de violence, des problèmes de développement, qui peuvent être psychiques, qui peuvent être affectifs, peuvent être parfois physiques, tout au long de leur vie. Ils vont avoir des traumatismes. Certains chercheurs font le parallèle entre l'état psychique de ces enfants qui vivent cette violence à la maison et le stress post-traumatique qu'on peut vivre dans un conflit armé. Et puis, en dernier lieu, il y a un risque de reproduction intergénérationnelle de la violence domestique. Les études qu'on a menées nous montrent que les enfants ne sont pas des spectateurs. Très souvent, ils participent activement à cette violence qui s'exerce à la maison, soit qu'ils prennent le parti du parent auteur de ces violences, soit qu'ils essaient de s'interposer et de protéger le parent victime. Suivant. En ce qui concerne les jeunes, lorsqu'ils vivent leur première relation amoureuse, eh bien, elles ne sont pas exemptes de violence. On a pu, au niveau de la conférence suisse des délégués à l'égalité, mener une enquête au niveau suisse auprès d'un échantillon représentatif en 2024. Et les constats nous montrent que la génération Z est beaucoup moins ouverte à toutes les thématiques de l'égalité, qu'elle a plus l'impression que l'égalité est atteinte. Et puis, ils expriment aussi un certain ras-le-bol d'entendre parler de violences sexuelles et d'inégalités entre les femmes et les hommes. Donc il y a une montée aussi des discours masculinistes qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et auxquels sont de plus en plus exposés les jeunes. D'ailleurs, au niveau du canton de Vaud, c'est une préoccupation de l'unité de lutte contre les radicalisations violentes. Et puis, auprès de ces jeunes femmes, donc je parlais d'une femme sur 5 tout au long de sa vie, et puis au niveau des jeunes femmes, la prévalence de l'exposition à la violence, elle est encore plus élevée. On estime entre 35 à 40% des femmes qui dénoncent des violences répétées de la part de leur partenaire. Et puis, donc ces violences, elles peuvent prendre différentes formes, que ce soit des gifles, des bousculades, de la strangulation. Et on a au long de la vie d'une femme, des périodes de plus ou moins intensité. Donc, on a vu que les femmes jeunes sont particulièrement exposées vis-à-vis de la violence de leur partenaire, aussi dans l'espace public. Et puis, après, on a des périodes de forte intensité des violences, notamment pendant les grossesses. À l'arrivée des enfants, on penserait que c'est une période enchantée, mais non, c'est les périodes où s'intensifient les épisodes de violence et bien entendu au moment des séparations. Et c'est souvent là, malheureusement, qu'il y a des passages à l'acte. Et là, je rappellerai un chiffre, ça fait 2 années consécutives dans le canton de Vaud que le 100% des homicides qui sont perpétrés le sont dans le cadre de la violence domestique. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Donc l'endroit où les femmes sont le plus en danger, c'est la maison. Suivant. Je vous présenterai aussi quelques chiffres qui montrent, en fait, elles sont issues d'une étude populationnelle sur la victimisation de la délinquance et de la délinquance chez les jeunes.
qui a été mandaté par le département de la formation du canton de Vaud et qui nous montre vraiment des chiffres inquiétants. C'est des chiffres de 2022, donc ils sont vraiment assez récents, et qui nous montrent que 55% des jeunes de 15 ans ont été victimes de violence ou de surveillance de la part de leurs partenaires. Et ce chiffre, il monte à 56% pour les jeunes de 18 ans. Donc il y a vraiment un phénomène, on peut dire un jeune sur deux est concerné par la violence. Une augmentation aussi des actes de cyberviolence. Vous avez les chiffres qui montrent qu'entre 2014 et 2022, ça a été multiplié presque par 4, cette exposition. Et on est aussi préoccupé de manière générale par la hausse des violences physiques chez les jeunes de 15 ans, qui est passé de 14% en 2014 à 22% en 2022. Donc voilà, on est loin d'aller vers le beau, si vous me passez l'expression. Et puis, ce dernier bloc de données qui est très, très inquiétant et qui se réfère, donc, dans l'enquête, on posait la question, est-ce que vous avez été exposé à des rapports sexuels contraints ces 12 derniers mois? En 2014, oui, 2014, les filles reportaient 8,1%, donc 8,1% des filles reportaient ce type d'actes sexuels contraints contre 2,1% des garçons. Et puis ce chiffre maintenant, 2022, est monté à 13,3% pour les filles et 3,3% pour les garçons. Donc voilà, tous ces chiffres, ces constats qu'on réalise nous ont amenés à développer différents outils de formation. Et on propose à différents âges des outils de prévention pour éviter que finalement cette violence qui est souvent vécue à la maison se reproduise dans les couples de jeunes et plus tard dans les couples parentaux de ces jeunes. Et là, plus précisément, on a développé un outil qui s'adresse aux 16-25 ans, donc le secondaire 2, mais aussi l'université. Suivant. Alors, on est parti déjà d'une exposition physique. Vous voyez les différents tableaux de cette exposition physique qui est vraiment en 3 dimensions, qui s'appelle « Plus fort que la violence », qui a été conçue au niveau des 7 cantons romans, des 7 bureaux de l'égalité romans, qui a beaucoup tourné, qui est venu 2 fois dans notre canton. Mais on a fait le constat suivant. Alors, ça a très bien marché, ça a beaucoup touché les jeunes, donc c'est très demandé. Le problème, c'est que voilà, les jeunes, cette année, sont dans un établissement. L'année prochaine, ils passent à l'étape suivante. Voilà, donc former tous ces jeunes, au niveau de notre canton, on a environ 12 000 jeunes étudiants qui sont notre public cible, donc qui sont vraiment distribués dans tout le canton. On s'est bien dit qu'à ce rythme-là, on n'y arriverait pas. Donc, il fallait qu'on trouve autre chose et qu'on développe quelque chose qu'on puisse déployer systématiquement, simultanément, dans les différents cantons romans et dans les différents établissements de notre canton. D'où l'idée de dématérialiser et de proposer quelque chose qui puisse vraiment avoir cette ubiquité, si vous me passez l'expression. Maintenant aussi, on a quand même tiré certains constats de cette exposition, notamment certains jeunes qui nous disaient « oui, ça ne nous parle pas trop par rapport à notre couple ». Et puis, il y avait une chambre qui marchait très bien, c'était celle-ci, la chambre des ados, parce qu'on parlait du sexting, on parlait du cyberharcèlement, ce qui nous a amené dans le jeu qu'on a développé avec DNA de renforcer certains scénarios, certains contextes qui étaient beaucoup plus proches du contexte de notre public cible. Voilà. Donc on a développé ce projet qui s'appelle Alternative. Donc l'idée, c'est qu'il y a une alternative à la violence, même plusieurs alternatives. Le jeu va jouer avec différents scénarios, différentes fins possibles à ces différents scénarios. On était les bureaux de l'égalité des 7 cantons romans avec les départements de la formation des 7 cantons romans, bien entendu DNA Studio, qui avait le savoir-faire, la maîtrise technologique. On a eu différents financements aussi pour pouvoir réaliser ce projet. Et puis, l'idée, c'est qu'il se déploie essentiellement dans le secondaire 2, mais il est aussi adapté pour le contexte de l'université. Il est aussi adapté pour le contexte des foyers ou des centres de jeunesse. Il se déroule sur 2 périodes de temps scolaire, donc 1h30 de déploiement. Vous verrez, on ne peut pas tourner à l'infini dans un scénario.
Donc au bout d'un moment, si les jeunes passent trop de temps, c'est minuté, puis ça amène aux messages finaux. Voilà, on a aussi toujours une porte de sortie, donc un bouton qui peut être activé. On a vu dans l'exposition physique que de nombreux jeunes vivaient ça à la maison, donc ils étaient bouleversés et avaient besoin d'une prise en charge immédiate. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent demander de l'aide pendant le déroulement du jeu. Suivant. On aborde 5 sujets. Une introduction où on va présenter des statistiques générales à la violence domestique. On va comprendre que c'est un phénomène qui est largement diffusé dans notre société. On va parler des enfants exposés aux victimes, le rôle souvent de l'aîné dans la fratrie qui protège les plus jeunes, qui assume des responsabilités qui ne correspondent pas à son âge. Et puis on amène toujours des solutions avec vers qui se tourner quand on a ce type de difficultés. Les violences sexuelles et le consentement, ça c'est une nouveauté par rapport à l'exposition physique. C'est quelque chose qui est très demandé. Et puis les statistiques que je vous ai montrées d'exposition à des actes sexuels non désirés est très haute chez les jeunes, notamment les jeunes femmes. Donc on va aborder toute la notion de respect du consentement, des ressources, de l'aide. On va aussi aborder la question limitante du cadre légal qui n'est pas seul un oui est un oui. Le cadre légal suisse, c'est seul un non est un non. Donc on va faire des arbitrages pour essayer de clarifier tous ces éléments. On va parler des violences dans les couples des jeunes. C'est la séquence qui va vous être présentée. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être exposé à la cyberviolence, comment réagir, quelles sont les limites légales à cette cyberviolence, les nudes, le cyberharcèlement. Et puis finalement, on va aussi clarifier tout ce qu'est le cycle de la violence, parce qu'il y a différents cycles. Et souvent, quand on parle de violence domestique, on pense à la crise, on pense au moment culminant de la violence. Or, il y a d'autres cycles qui nous enferment finalement, notamment la lune de miel, où on s'excuse, on se rabiboche, on pense que oui, c'était la dernière fois et que tout peut repartir. Et en fait, on explique que non, finalement, c'est une spirale. Et chaque fois qu'un nouveau cycle de violence s'embraye, il s'embraye avec plus d'intensité. Voilà, et puis je crois que j'arrive pratiquement au bout. Suivante. Voilà, le jeu nous permet aussi beaucoup plus de liberté par rapport à l'exposition physique. On peut passer d'un personnage à l'autre, donc se mettre dans le rôle soit de l'auteur, soit de la victime, soit de l'ami de l'auteur qui donne des conseils. On a aussi beaucoup travaillé le rôle des hommes. C'était aussi une des limites qui nous a été exprimée par certains jeunes qui visitaient cette exposition plus forte que la violence. L'idée, c'est qu'on a des quêtes, qu'on puisse trouver une solution et puis finalement faire le lien avec la réalité vécue par ces jeunes. Suivant. Voilà, et tout au long du jeu, on aura des messages clés. Et puis, il y a 4 messages clés qui ne s'intitulent pas 1, 1, 1, mais 1, 2, 3, 4. Donc, les messages clés qu'on va donner de prévention, c'est ne pas s'isoler, en parler aux personnes ressources, que les victimes ne sont pas responsables de la situation qu'ils vivent. Au contraire, on les encourage à en sortir, qu'il existe des ressources, donc on fait connaître ces ressources, et puis qu'il existe toujours plusieurs manières d'aborder les situations. Voilà, je crois que je suis au bout. Ah oui, non. Après chaque chapitre, il y a une étape de validation des acquis. Je disais, c'était limité dans le temps pour éviter qu'on se disperse en explorant un univers. Donc, à un moment donné, on arrive à la page de validation des acquis, des messages clés, ce qui permet aussi de re-ancrer certains bons messages de prévention et d'éviter que ça parte dans tous les sens. Voilà, je crois que c'est tout. À toi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors... Ah, peut-être qu'il faut que je quitte le PowerPoint avant que ça marche. Je pense que c'est ça. Ouais, on vous fait on passe du PowerPoint au jeu. Voilà. Parfait. Donc là, le but de la séquence, c'est un peu de vous montrer une des scènes. Selon le temps qu'on a, peut-être qu'on en verra une deuxième. Mais je crois qu'on s'est décidé pour la dernière scène, c'est ça? Tout à fait, ouais. Là, vous voyez qu'on a accès à toutes les scènes avec leur résumé.
Et puis chaque fois, vous pouvez soit alors lancer la thématique, ce sera du coup lancer le jeu, lancer la partie. Et puis le débrief, c'est la partie théorique qui vient après, sur laquelle on peut revenir grâce à ce menu. Après, quand les élèves ont joué, on peut retrouver un peu tous les éléments d'information un peu plus facilement. Et donc on a choisi de vous montrer cette première thématique parce qu'elle représente très bien l'ensemble des mécaniques qu'on a utilisées en termes de jeu et de scénario pour faire de la prévention. Et puis en plus, comme ça parlait essentiellement de cyberviolence et de cyberharcèlement et de choses comme ça, enfin, voilà, ça semblait aussi approprié pour l'occasion. Et puis, alors je vais lancer une partie. Le jeu est très simple en fait, on peut uniquement se déplacer et faire des actions dans le monde, là où c'est possible, et puis prendre des choix dans des dialogues en fait. Et le jeu est conçu comme une sorte d'escape game, on peut dire, d'une certaine manière, où on est confronté d'une manière ou d'une autre en fonction des situations à une violence, quelle qu'elle soit. Avec notre personnage, on va devoir trouver un moyen de sortir de cette situation de violence. Et ensuite, on va pouvoir jouer plusieurs personnages différents. Donc on va avoir plusieurs points de vue sur la même situation de violence pour essayer de trouver, entre guillemets, un peu toutes les portes de sortie de cette situation de violence. Donc là, on joue une jeune femme qui est en train de réviser à la bibliothèque un peu tard le soir. On a une petite introduction tu veux que je fasse les dialogues de jeu d'histoire. Tu veux lire les dialogues comme ça, si jamais vous ne voyez pas au loin. 2 jours plus tard, Günther Schwabowski, journaliste devenu porte-parole du comité central du CED, énumère les... Je comprends rien, je vais jamais réussir cet examen d'histoire. Il est tombé quand déjà le mur de Berlin? Et donc là, vous avez un premier choix. Alors je vais donner la réponse, j'imagine, pour gagner du temps. Mais si on se trompe, après, on doit aller chercher dans les livres de la bibliothèque, etc. Donc il y a toute une petite mise en scène. Voilà, et on continue de réviser. Et puis, alors je pourrais continuer, mais en fait, mon téléphone sonne à côté. Donc pour gagner du temps de nouveau, je vais pas continuer d'étudier. On va laisser là les livres d'histoire et je vais aller ouvrir ma notification. Comme ça. Je continue les dialogues. Voilà, coucou merci. Ma chérie, tu me manques. Vas-y, je viens te voir, t'es où? Désolée, ça va pas le faire. Je suis encore à la biblio pour réviser. C'est trop le stress, ces examens. Arrête de mentir, personne reste à la biblio aussi tard. T'es où? Partage ta localisation. Et donc là, on a notre premier choix. Donc on a été confronté à un premier acte de violence. Et on a le choix entre refuser ou partager notre position. Donc pour l'exemple, je vais peut-être prendre pas forcément le meilleur des choix et partager ma localisation du coup à l'auteur de violence. Et donc là, on est face à une des premières mécaniques qui a été mise en place parce qu'on en parlait tout à l'heure. Dans les jeux vidéo, il y a toujours cette tentation de faire un peu n'importe quoi, puisque dans le jeu vidéo, on a une certaine liberté. Et on voulait pouvoir garder cette liberté-là, de faire des actions qui sont négatives, mais on a utilisé du coup la mécanique qu'on appelle le red flag, et qui permet de montrer que cette décision n'est pas la bonne, et que c'est pas celle qu'il aurait fallu prendre à ce moment-là. Donc voilà. Mais on l'a fait quand même, et on va voir les conséquences de nos choix. C'est bon, t'es content? Je peux réviser maintenant? Pourquoi tu veux pas de moi? T'es avec quelqu'un, c'est ça? T'as gagné, je balance tes nudes. Et donc là, en fait, il y a plusieurs histoires qui se sont ouvertes. Vous voyez que tout en haut, il y a plusieurs personnages qui se sont illuminés, à travers lesquels je vais pouvoir passer. En fait, on peut changer de personnages les uns après les autres. Je sais pas si je me suis... Ah, du coup, je me suis enfermé dans une histoire, c'était peut-être pas la... Mais voilà, ça montre une mécanique. Donc là, je joue un autre personnage. Donc on est au point où, en fait, du coup, l'auteur de violence a partagé les nudes de sa copine sur Snapchat. Et du coup, tout le monde a reçu cette notification. Et donc on est chez quelqu'un d'autre qui est en train de recevoir cette notification. Mon tel il vibre, mais... Oh, je l'ai mis où maintenant? Faut que je range un coup. Pas moyen de le retrouver.
Alors là, on a une petite phase de gameplay qui vous invite à mettre de l'ordre dans votre chambre. On multiplie les messages positifs. Et là, j'ai pu retrouver mon téléphone. Ah, j'ai reçu un snap. Que j'ouvre. Delia partage chez Newt maintenant. Ah non, mais attends, c'est son mec qui a envoyé ça. Elle est peut-être même pas au courant. Je devrais l'appeler. Bip bip. Bip bip. Pardon. Allô? Excuse-moi de te déranger, mais tu as vu que ton mec a balancé tes nudes sur Snap? Oui, j'ai vu. Je comprends même pas pourquoi il a fait ça. Je suis toute seule à la biblio. Je sais pas quoi faire. Bouge pas, j'arrive. Là, ce qu'on a thématisé, c'est vraiment aussi, même si on n'est pas directement touché, en tant que témoin, on est toujours une ressource aussi qui peut venir en aide à la victime. C'est ça. Et donc là, je vais aller rejoindre Delia. Oh, tu es là. Merci d'être venue. Tout le monde les a vus. C'est horrible. Et là, on fait un geste pour l'écouter et pour la rassurer. Il est complètement irresponsable. Et donc là, on a le choix de nouveau entre je peux t'aider ou je vais lui casser la gueule. Donc de nouveau, hein, pour le gameplay. Voilà, toutes les mauvais choix sont toujours bridés par un red flag. Tu vas rien faire du tout. C'est encore lui qui va passer pour la victime. Non seulement ça va pas m'aider, mais ça va être encore pire après. Je peux t'aider? Je sais pas, je crois pas que quelqu'un puisse m'aider. Et donc là, on a le choix entre proposer l'aide du psychologue scolaire ou de l'infirmière de l'école, vu qu'on est dans un contexte scolaire, en bibliothèque. Donc on peut choisir peut-être l'infirmerie. Arrête, ils peuvent rien faire pour moi à l'école. Bien sûr que si. Viens, on va regarder les horaires, leurs bureaux sont juste là. Et donc je retrouve... Alors là, on a les horaires du psychologue. Et là, on a l'horaire de l'infirmerie. Donc bon, ça, je peux passer. Alors? C'est ouvert toute la semaine. On peut y aller ensemble si tu veux. Oui, je crois que je préfère pas y aller seule. Demain 8h? Et voilà, on a trouvé une première fin en jouant du coup une amie bienveillante qui non seulement va aider à trouver les ressources pour réagir à cette situation, et puis qui va également l'accompagner au rendez-vous, etc., pour vraiment prendre soin de cette personne jusqu'au bout, parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui hésitent à aller demander de l'aide, et pour qui c'est des situations terriblement gênantes, et que du coup, un accompagnement, être accompagné par une amie, un ami ou un parent, ça peut débloquer énormément la situation. Et donc là, vous avez un écran de fin, comme on l'a vu avant, avec un résumé de ce qu'on a fait. Et puis, les red flags qui ont été rencontrés, qui sont aussi montrés sur le côté. Et puis, à partir de là, on va recommencer la thématique. Alors, on n'a plus les questions, on passe directement les questions d'histoire, etc. On ne vous inflige pas ça et on repart directement au milieu des choses. Avec ce premier choix, où là, maintenant, je vais refuser ma localisation. Non, mais je te dis que je bosse. Fais-moi confiance. Je t'appelle quand je sors, ok? Pourquoi tu veux pas de moi? T'es avec quelqu'un, c'est ça? T'as 30 secondes pour dire la vérité, ou je balance tes nudes sur Snap. Et donc là, on passe à un deuxième scénario, où on est en fait c'est l'auteur à gauche qui est en train d'écrire à sa copine. J'en peux plus de cette meuf. Jure, si elle continue, je vais balancer ses nudes à tout le monde. Et donc nous, on joue le pote à côté, on est dans un bar, on est en train de jouer au billard. Elle me rend fou! Moi, je peux tirer un petit peu comme ça. Et puis là, on peut soit du coup l'inviter à jouer ou lui demander ce qui se passe, mais pour le coup, on va lui demander carrément ce qui se passe.
Mec, t'as vraiment pas l'air bien là. Y a un problème? C'est ma meuf, elle dit qu'elle révise mais elle veut pas que je vienne la voir. C'est obligé qu'elle est avec un autre gars. Alors j'ai dit, soit tu partages ta localisation, soit je balance tes nudes. Et donc là, on a un choix de nouveau entre aller contre ou essayer de l'encourager. Alors de nouveau pour le gameplay, je l'encourage et on a de nouveau cette mécanique de red flag. Donc vous voyez qu'on ne va pas leur dire fausse réponse. Hein. On va essayer d'amener la personne à réfléchir. C'est ça, tout à fait. Et donc là, notre personnage pense à lui-même en fait. Non, attends, je peux pas lui conseiller ça. C'est pas du tout légal ce qu'il fait. Et en plus, ça va juste le foutre dans la merde. Alors du coup, le choix a été enlevé et on n'a plus que le bon choix. Non mais frère, t'abuses un peu. Tu la connais ta meuf. Bien sûr qu'elle bosse en période d'examen. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Et donc là, on a le choix entre soit du menace ou du cyberharcèlement. En plus de la harceler en ligne, tu la menaces de balancer des nudes? Tu sais au moins que c'est illégal ce que tu es en train de faire là? Tu devrais plutôt la soutenir pour ses examens. Ben... C'est bien ce qui me semblait. Tu ferais quoi à ma place alors? Prends du recul. Faut que tu penses à autre chose, mec. T'es en train de te faire des films pour rien, là. Va te poser, je vais te chercher un truc à boire. Ça marche? Donc il va s'asseoir. Moi, je vais aller lui chercher un bar au verre. Un verre au bar. Tu me mets 2 verres, s'il te plaît? Et voilà pour toi. Voilà, j'ai mes 2 verres. Tiens, ça va mieux? Merci. Ouais, ça passe, mais je me sens un peu nulle maintenant. J'ai trop merdé avec cette meuf. Tu ferais quoi à ma place, toi? Et donc là, on a le choix entre soit lui dire de la laisser tranquille, soit de lui faire un petit message. Alors je pense que là, actuellement, on ferait bien de la laisser tranquille, j'imagine. Laisse-la tranquille un moment. Elle doit avoir besoin de souffler. En plus, elle révise. Tu lui feras un message plus tard pour t'excuser. Mais ça doit pas être des excuses dans le vent. Tu peux plus recommencer à faire ça. Et à part ça, si tu te sens à nouveau en colère à ce point, viens m'en parler, frérot. T'as raison. Merci, ça fait plaisir d'avoir un vrai pote. Donc voilà, ce scénario était aussi pour montrer l'importance d'être, le rôle que peut être le témoin d'un ami d'un auteur aussi, et de multiplier vraiment tous ces points de vue sur un même acte de violence et qui donne une nouvelle fin. Et peut-être juste une question avant de reprendre, parce que là on a vu un peu les différents types de personnages qu'il pourrait y avoir. Il veut plus... Parfait. Voilà. Et est-ce que du coup il y a eu une réflexion justement sur le design, les formes que vous avez décidé d'utiliser, les couleurs aussi? Oui, il y a toute une réflexion il n'y a pas vraiment de systématique, disons, mais ça essaye toujours de correspondre plus ou moins au niveau de violence, notamment au terme de la couleur. L'auteur était rouge, tandis que la victime est jaune, par exemple. Et puis les formes, du coup, la victime était plutôt arrondie. Tandis que l'auteur est tout plein de pics et de choses comme ça pour montrer qu'il est en colère. Donc voilà, il y a toute une manière d'essayer de symboliser un peu ce que représente chacun des personnages sans aller trop loin. Ça fait toujours partie des réflexions qu'on a quand on développe ce genre de projet et qui a été quelque chose qu'on a dû décider dès le départ. Tu compléteras hein, si... On a choisi de ne pas faire du figuratif, de manière à ce que toute personne puisse se projeter un peu, ou projeter des personnes qu'on a dans notre entourage, qu'elles soient filles ou garçons. Alors vous verrez que quand même, c'est bon, vous m'entendez? Voilà. Alors, on a fait le choix de ne pas passer sur des personnages figuratifs pour que toute personne puisse se projeter ou s'imaginer être en face de personnes qu'on connaît de notre entourage.
Et puis, vous verrez que donc, on peut se projeter en tant que personne racisée, en tant qu'homme, des femmes. Bon, vous verrez qu'on a quand même fait le choix, la plupart du temps, d'avoir des auteurs hommes et des victimes femmes. Vous avez vu les statistiques, elles sont nettement genrées. C'est quelque chose qu'on a fait le choix depuis le début de ne pas oblitérer. Qu'il y a d'autres situations qui peuvent se présenter, mais que les statistiques, elles sont vraiment écrasantes. Et puis notamment quand je vous parle du 100% des homicides commis dans notre canton, c'est 100% de femmes. Voilà, donc ça c'est des choix qu'on a dû faire depuis le départ. Un jeu d'équilibrisme entre dévoiler d'une part le caractère genré de cette violence, mais aussi avoir un figuratif assez abstrait. Voilà, puis là, la phase jeu s'est terminée automatiquement. Chaque phase a un timer de 15 minutes. Comme le jeu est fait pour être joué en classe et durer 1h30, y compris les parties de débrief, c'était important de trouver un moyen de limiter l'exploration, parce qu'elle peut être relativement infinie en fait. Et donc c'était une manière de pouvoir cadrer l'utilisation du temps à l'intérieur d'un cours pour être sûr que tous les débriefs sont vus et que tous les messages de prévention ont été vus, même si toutes les fins n'ont pas forcément été découvertes. Alors je ne sais pas, est-ce que je passe vite à travers le débrief ou est-ce qu'on s'arrête maintenant et on y revient? 2 ou 3 peut-être, ouais. Ouais. Donc ces débriefs, c'est vraiment, comme disait Marie-Belle avant, revenir sur les messages de prévention, les messages clés. Et puis à chaque fois, on nous demande un peu notre avis ou on nous fait des petits exercices. Et donc là, on peut par exemple classer les actes de violence par ordre de gravité, en cliquant dessus, en imaginant soi-même qu'est-ce qui est les plus violents. Alors je ne fais pas l'exercice moi-même, mais ensuite vous pouvez valider votre réponse. Et l'idée ici, c'est jamais de dire de nouveau c'est faux ou c'est juste, mais c'est de donner un feedback sur pourquoi on propose en fait cet exercice. Oui, c'est justement ce que j'ai pu jouer au jeu avant aujourd'hui, et c'est vrai qu'en répondant aux questions, je me suis demandé à un moment, surtout au moment de cette graduation, j'étais là, ah ok, on me dit pas si j'ai eu juste ou faux, et c'est vrai que tout d'un coup, t'es là, ah en fait oui, peut-être que c'est tous les actes sont graves, et c'est pas la question là de savoir s'il y a un ordre à mettre. Ouais. C'est ça. Ensuite, justement, on a un message. Ah, il faut que j'aille à la souris, c'est pour ça. Que peut faire un témoin face à des photos diffusées sans consentement? Donc, de nouveau, on a plusieurs choix. On peut, par exemple, signaler l'acte à un adulte ou à une autorité. Et puis valider ma réponse, mais on pourrait aussi très bien, par exemple, diffuser ces photos à son tour. Voilà, alors de nouveau pour le plaisir, mais voilà, il y a plusieurs réponses qui sont possibles en l'occurrence, si on veut. Et puis on peut toutes les valider. Et de nouveau, on a ni oui ni non. On a de nouveau un message de prévention qui est délivré en guise de réponse. Voilà, et là, comme c'était la dernière thématique, on est un peu sur l'écran de fin. Donc, on va revenir. Et peut-être aussi une question sur les réflexions que vous avez eues à réussir à faire cet équilibre justement entre expérience ludique, du coup moment de jeu, et on transmet des informations. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas non plus trop de texte et trop, que ça prenne trop la place aussi, c'est aussi... Ça c'est tout un jeu d'équilibrisme qui prend pas mal de temps jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la meilleure formule qui convienne à tout le monde. Parce que comme c'est des thématiques qui sont relativement lourdes, il y a quand même beaucoup de contenu à faire passer d'une manière ou d'une autre. Et donc on essaye de faire en fait le pendant entre des petits jeux qui distraient. On avait par exemple l'histoire de pouvoir ranger la chambre, ce qui fait tout d'un coup un petit moment un peu plus léger, on devient concentré sur autre chose, et puis tout d'un coup les messages reviennent. On essaye de jouer un peu entre les deux, et puis comment trouver après l'équilibre en termes de scénario, c'est essentiellement par le test. En fait, c'est en faisant tester notamment par les bureaux, par tous vos collègues. Par les départements de la formation, mais aussi par des groupes de jeunes. Et puis, durant le processus, on a fait aussi tester dans certaines classes, ce qui nous a permis d'avoir un feedback
Et puis voilà, on a dû faire preuve d'un gros exercice mental pour nous, les bureaux de l'égalité, de vraiment tout synthétiser, encapsuler, de manière à vraiment arriver avec des messages sur l'essentiel pour que ça reste ludique et qu'on n'ait pas un gros pavé à lire. Donc c'était l'objectif. On en est où au niveau du timing? Juste, je n'ai pas l'heure sous les yeux. Moins 20. Moins 20. Ok. On peut Ouais, bah, en vrai, je pense qu'on peut lancer une autre scène parce que je crois qu'elle est un peu plus courte. On fait du coup la fête. La fête, oui. Ouais. Allez. Un environnement un peu moins studieux cette fois-ci. Effectivement. Donc là, on sera plus sur les thématiques de tout ce qui est de l'ordre du consentement. Agression sexuelle, consentement, même une situation de viol. Voilà. Mais on a amené ça avec du tact, vous allez voir. J'ai une souris au milieu du... Donc voilà, je rentre chez moi. Joyeux anniversaire! Je t'ai préparé une petite fête surprise avec tes amis. Mais vous êtes complètement fous! Ah, je suis trop émue, je vous adore. Je te laisse saluer tout le monde et je reviens vers toi. Donc on joue une femme qui vient de rentrer chez elle et à qui on a organisé, enfin son copain lui a organisé en l'occurrence une surprise party. Et puis voilà, on peut parler avec nos amis à l'entrée. Trop contente de te voir. Tu t'y attendais pas du tout, hein? Haha, j'adore. Voilà. Mais on peut voir aussi que tout le monde ne va pas aussi bien. Mais bon anniversaire! Oh, excuse-moi. Il paraît qu'il y a une piscine. On va se baigner? Merci, je te rejoins plus tard. Je vais faire le tour des invités. Alors, vous voyez une mission qui s'affiche, rejoins Paula dans la piscine. C'est ça. Et puis en même temps, il y a un événement scripté qui vient. Et voilà un verre pour la reine de la fête. Dis, avec la taille de la baraque de tes darons, il n'y a pas moyen de trouver un petit coin tranquille pour... Enfin, tu vois quoi. Et donc là, on a le choix. Alors, on va refuser pour l'instant. Et puis, on va continuer de se poser la question de qu'est-ce qui arrive à Paula. Ça marche à toute baby. Voilà, et on voit qu'on a une deuxième mission qui s'est ouverte aussi. Et on pourrait toujours revenir vers notre copain si jamais on change d'avis et on peut jouer cette mission. Et d'ailleurs, on voit que son personnage s'est ouvert aussi. Et du coup, on peut switcher entre les deux personnages pour jouer son point de vue. Et lui-même, il a aussi la même mission. Il a aussi trouve un petit coin tranquille. Donc on joue Paula et on sait qu'elle voulait aller dans la piscine. On cherche Paula et on sait qu'elle était dans la piscine. Pourquoi Paula est partie en courant? Je devrais aller vérifier. Elle est peut-être malade. Et donc on va la suivre, on va la chercher. Alors pour moi c'est facile, je sais où elle est. Et il y a les petites flaques d'eau par terre, si jamais, dans le gameplay je viens de voir, pour bien la retrouver. Eh oui. Et donc elle s'est réfugiée aux toilettes. Paula, t'es là? Tu vas vomir? Mais non, je vais pas vomir, j'ai juste... C'est trop tard, tu peux pas m'aider de toute façon. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et donc là, notre mission, c'est mise à jour, enquête autour de la piscine. Donc on ne comprend pas ce qui est arrivé à Paula, et donc on va aller chercher la réponse nous-mêmes. Et donc on va faire le tour de la piscine. Paula est partie son haut de son maillot de bain? J'imagine que la température est montée pendant la baignade. On continue notre tour de la piscine, et là on voit qu'il y a de nouveau un monsieur rouge et dans tous les sens. T'as pas vu Paula passer? On s'amusait dans la piscine, puis tout d'un coup elle est partie. C'est dommage, elle est marrante quand elle est bourrée. Voilà. Et là on trouve encore des bouteilles vides. C'est Paula qui a bu tout ça? Et pourtant elle a bien dit qu'elle avait pas besoin de vomir. Je comprends mieux pourquoi Paula est partie en courant. Elle s'est baignée topless, mais ce mec a dû profiter pour essayer quelque chose. C'est horrible, je peux pas la laisser gérer ça toute seule. Et donc là, de nouveau, notre mission se met à jour et on est invité à la rejoindre.
Paula, ouvre s'il te plaît. Je sais ce qui s'est passé, c'est horrible. Laisse-moi entrer, je t'en prie. Qu'est-ce que je vais faire? Il m'a attrapée dans la piscine. Il s'est mis à me toucher, il m'a embrassé de force. Si mon copain c'est ça et tout le monde à l'école, c'est ma faute. J'aurais jamais dû venir. Et donc là, on a deux choix. C'est pas de ta faute ou on va trouver de l'aide. En l'occurrence, c'est vraiment pas de sa faute. C'est la faute du gars qui a cru qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'a pas le droit de faire ça, c'est illégal. Faut pas que tu restes toute seule. Avec ça, on peut t'aider. En faisant quoi? Ben déjà, on va te trouver des habits et te ramener chez toi. Après, on peut demander conseil à une de mes potes. Il lui est arrivé quasi la même chose et elle a trouvé une super assoce pour l'aider. Et donc, on lui prête un t-shirt pour qu'elle se rhabille. Et on a trouvé la première fin de celle qui concernait en tout cas Paula. Et on a justement mentionné pendant ta présentation, Marie-Belle, qu'il y avait justement des possibilités de faire appel s'il y avait des thématiques plus lourdes. Du coup, là, c'est quand même des situations plus graves. Et je ne sais pas si on arrive à revenir pour montrer justement comment le dispositif est pensé pour s'il y a besoin d'aide pendant la partie. Oui, volontiers. Bah, vous le voyez en fait en haut à droite de l'écran. Il y a activé F1 pour la demande d'assistance. Je crois que chez moi, il est en touche rémanente. Et si j'active la demande d'assistance, en fait, il y a un discret écran jaune qui s'affiche et c'est à destination des personnes qui encadrent le jeu pendant qu'il est montré en classe pour que cette personne puisse ensuite sortir, accompagner et parler de ce qui se passe, etc. Mais qu'elle puisse montrer qu'elle a besoin d'aide et qu'elle est en détresse par rapport à ce qu'elle est en train de jouer. Effectivement, donc c'est pas un jeu qui est pensé pour être entre guillemets auto-administré, c'est vraiment un jeu qui est pensé pour être encadré. Donc il y aura toujours dans les classes ou dans les espaces où on va déployer ce jeu avec les jeunes, des personnes qui sont formées, qui savent quoi faire, qui connaissent les noms des institutions par exemple, qui savent où orienter le jeune pour un constat d'agression sexuelle, pour l'aide aux victimes, voilà. Donc dès qu'un jeune active ça, s'ouvre la possibilité de prendre ce jeune à part et puis de pouvoir discuter et puis répondre au mieux aux besoins de la situation qui est évoquée. Et peut-être que je vais quand même... moi, j'ai encore quelques questions si besoin, mais s'il y a quand même dans le public une question qui vous est venue tout du long, oui, je peux passer mon... Merci. Bonjour. Si j'ai bien compris, il n'est pas encore diffusé, hein, le jeu. Non, exactement. On l'a lancé d'un point de vue de l'information. Maintenant, en tout cas, dans le canton de Vaud, on est en train de former les équipes qu'on appelle PSPS, Promotion de la santé, prévention milieu scolaire, qui sont les professionnels, les binômes médiateurs, médiatrices, infirmiers, infirmières, dans les établissements qui seront les personnes qui encadreront cette mise en œuvre. Donc, dès qu'on aura terminé de les former, il sera possible pour les établissements de les déployer. Et vous allez faire une étude après sur la perception justement des jeunes. Moi, ça m'intéresse beaucoup de connaître effectivement les résultats et comment les jeunes perçoivent, prennent, réagissent face à un jeu comme celui-ci. Donc, oui, alors il y a un questionnaire en ligne assez succinct qui est prévu pour cela. Oui. Merci. Après, peut-être que si vous êtes chercheuse, ça ne répondra pas forcément à vos attentes, parce que nous, ce questionnaire, on l'a voulu très, très, très court, de manière à, voilà, c'est déjà 2 périodes de temps scolaire. Après, les jeunes doivent rejoindre une autre classe. Mais pour nous, ça nous permet au moins de savoir si on est dans la cible, si c'est quelque chose qui leur parle ou pas. Merci. J'aurais juste une deuxième question pour monsieur, qui est un peu plus peut-être personnelle. C'est vous, quand vous avez eu ce mandat et conçu ce mandat, comment est-ce que vous avez réagi, évolué par rapport à toutes les informations que vous avez pu obtenir pendant la conception du jeu? Est-ce que ça a modifié quelque chose dans vos réflexions, dans vos pensées ou dans votre approche?
Oui, c'est une très bonne question, effectivement. Alors oui, parce que sans dire que c'était un sujet dont j'étais évidemment pas du tout au courant, parce que voilà, c'est difficile de passer à côté quand même de nos jours. Il y avait vraiment énormément de choses que j'ignorais. Et notamment tous les enjeux pour la jeunesse actuellement, tous les enjeux autour du numérique, du cyberharcèlement, et ce genre de choses. Je ne me rendais pas compte forcément à quel point c'était prévalent en fait. Et c'est vrai qu'en jouant, en faisant les tests, alors déjà, écrire des situations de violence et écrire des dialogues où on doit se faire passer pour un harceleur, c'est déjà relativement difficile personnellement. Voilà, de se mettre dans la peau de ces gens-là et d'essayer de vivre ces situations. Mais en plus, c'est vrai qu'après, on voit en faisant les retours avec les tests, etc., que aussi, sans le vouloir, des fois on blesse des gens, des fois on représente mal des situations. Et donc, alors, je ne sais pas comment le dire, autrement que c'était assez enrichissant. En fait, même si ça m'embête de le dire parce que c'est voilà, une thématique qui n'est pas agréable sur laquelle s'enrichir entre guillemets, mais oui, ça nous a vraiment permis de découvrir beaucoup de choses et de comment aborder des sujets vraiment lourds et vraiment difficiles avec beaucoup de sensibilité et avec le plus d'empathie possible aussi. D'autant que vous étiez une équipe que de garçons. En plus, oui. D'autant qu'on est une équipe que de garçons, effectivement. Et puis c'est vrai que le jeu, ça amène souvent à voir les choses du point de vue de la victime. Donc, c'était intéressant. Tout à fait. Et puis, on trouvait chouette aussi parce que c'est vrai que c'était chouette aussi de pouvoir aussi essayer de proposer des ressources pour les auteurs aussi d'une manière générale, mais de pouvoir se poser aussi du point de vue des garçons et d'essayer quand on est le pote d'un auteur de violence, quand on est ce genre de choses aussi, c'était vraiment intéressant de pouvoir se confronter à ces choses qui sont en fait pas forcément évidentes parce que vu que c'est de la violence sur les femmes entre guillemets, c'est vrai que c'est facile d'avoir l'impression d'être pas concerné en fait et que finalement n'importe qui a un rôle à jouer et ça c'était assez précieux à découvrir. D'autres questions ? Je me demandais, vu la thématique que ça apportait et toutes les informations, est-ce que du coup, pour déjà votre boîte de gaming, ça a changé votre perception de comment maintenant créer des jeux vidéo et en tout cas créer un storytelling qui soit potentiellement moins sexiste, misogyne, homophobe ou je ne sais quoi, parce qu'il y en a à l'appel des jeux vidéo encore comme ça. Et c'est un peu une question adressée pour vous, mais aussi de manière générale, est-ce que maintenant il y aurait peut-être cette démarche d'aller voir d'autres boîtes de jeux vidéo peut-être potentiellement plus conséquentes pour du coup venir faire aussi de la prévention dans la création même des jeux et d'éviter du coup de tout le temps répercuter les mêmes messages violents qu'on peut toujours retrouver actuellement. Je te laisse répondre à la première. Je peux vous demander de la répéter, votre première partie de la question. Parce que du coup, moi, j'étais arrêté sur la deuxième. Je m'excuse. Je me demandais simplement si du coup, pour rien que votre boîte, ça a changé simplement votre perception de comment maintenant créer vos prochains jeux vidéo, par exemple, dans une volonté peut-être du coup de sensibilisation ou en tout cas d'un minimum de prévention, que ce soit dans les dialogues entre les personnages ou juste dans le storytelling choisi. Alors nous, on est une entreprise qui se spécialise dans les jeux pédagogiques et les jeux de prévention et de sensibilisation. Et donc, en tant que telle, la question de la représentation, que ce soit celle des genres ou des races, elle a toujours été centrale en fait au projet qu'on fait, parce que le but c'est de s'adresser toujours au plus grand nombre. On fait d'ailleurs que des projets comme ça qui sont accessibles gratuitement. Après, là où ça nous a pris, c'est comment représenter la violence, en fait, et comment représenter la réaction à la violence et comment on peut la scénariser et comment on peut lui donner des solutions en fait. Donc à ce niveau-là, oui, on a beaucoup appris, effectivement. Sur la sensibilisation, la deuxième question, la sensibilisation, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, des petites équipes, je pense que c'est peut-être un peu ambitieux. Il faudrait qu'on réfléchisse comment
est-ce qu'on arrive à toucher ces grandes boîtes qui sont souvent des multinationales, hein. Donc, je pense que c'est quelque chose de fondamental, mais voilà, je ne sais pas si on en a les moyens. Comme je disais, la violence domestique, c'est un des volets de notre travail. On a aussi le contrôle de l'égalité salariale, dans l'égalité dans la vie professionnelle, on a d'autres domaines, mais peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse avec le Bureau de l'égalité de l'UNIL, qui a tout ce projet sur le monde digital pour voir comment est-ce qu'on arrive à atteindre ceux qui font des jeux commerciaux finalement, le cœur de la machine. Je voulais demander, en fait, quand vous avez évoqué que vous êtes de petites équipes, alors les parties de seniorisation de la violence, en fait, étaient élaborées par quelle équipe? De quel côté? De vous, l'entreprise de jeux, ou de quel côté, en fait, cette élaboration qui a été faite, l'élaboration des scénarisations? Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on a travaillé de manière assez... je me pose la question. Nous, on avait les sujets qu'on voulait aborder. Oui. On avait posé les 5 sujets que j'ai montrés au début. Et puis, je me demande finalement, mais c'est finalement quelque chose qui s'est co-construit. Je ne sais plus qui a pensé le setting d'une fête, ou il y a une autre scène qui se passe dans un autobus où on va pouvoir thématiser la surresponsabilisation des aînés dans une fratrie. Moi, à ce stade-là, je ne saurais pas vraiment dire qui a eu l'idée. On a vraiment eu, je crois qu'une super bonne collaboration. Je ne sais pas si toi tu arrives à répondre. Non, mais c'est vraiment ce que tu dis. C'était clairement dans la collaboration. Parce qu'on était parti, le projet à la base tel qu'il avait été réfléchi était assez différent, vu qu'on devait adapter l'exposition. On était parti de la même idée de faire un appartement dans lequel il se passerait plusieurs situations ou des choses comme ça. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, avec le numérique, on pouvait représenter plus de situations et qu'on pouvait se libérer de l'appartement. Et du coup, on a transformé en fait chacune des pièces en un espace complet. Et même après, on s'est dit, mais on peut passer en plus d'un espace à l'autre. On peut passer de la bibliothèque à l'appartement de l'ami. On avait beaucoup de liberté. Et donc, à partir de là, on a imaginé ensemble quel est le meilleur cadre pour chacun des scénarios qu'on voulait illustrer. Une question était plutôt pour vous, plutôt en fait pour d'autres. Mais ça passe pas. C'est bon, c'est parfait. Okay. Oui, c'est parfait. C'est bon. Ok. En fait, pour votre projet avec d'autres collaborations, vous arrivez à faire aussi comme ça co-construction, ou qu'en partie vous prenez sur vous-même cette partie de scénarisation, de modélisation de scénarisation? C'est toujours des co-constructions, c'est toujours des collaborations, parce que nous, on développe des scénarios pour d'autres gens, en fait. Et donc, c'est pas nos messages, c'est pas nous qui sommes spécialistes des thématiques qui sont traitées, et c'est pas nous qui savons quels sont les meilleurs moyens de l'aborder et quels sont les choix les plus pertinents à faire pour l'illustrer. Donc, c'est vraiment toujours la collaboration qui est hyper centrale. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que, comme les aliments qu'on trouve dans les supermarchés, on a des codes Nutri-Score, tout ça, dans les jeux vidéo, on trouve aussi on a une plateforme où trouver ces informations-là? Quel jeu est plus sensibilisé, ou quel jeu peut avoir des thèmes, comme disait Madame, misogynes, ou plus de violence, etc. Je n'ai pas bien entendu la fin de la question. Est-ce qu'on peut avoir, en fait, en tant que parent, hein, c'est peut-être le point de vue d'un parent, de savoir quel jeu peut avoir des impacts potentiellement négatifs sur le développement d'un enfant, et comme par exemple chez vous, vous produisez des jeux qui sont plutôt avec ce ton égalitaire, etc., ces termes de prévention.
Est-ce que nous, on peut avoir cette information-là? Tiens, on va éviter ou aussi faire un peu de prévention dans ce sens-là. Alors, vous demandez s'il existe des ressources pour dire aux parents tel jeu est plutôt déconseillé aux enfants. Alors, malheureusement, je crois que ça n'existe pas vraiment. Moi, j'ai un petit début de réponse qui existe un peu. Enfin, en tout cas, il y a une association suisse en fait, avec qui on a collaboré l'année passée qui s'appelle FemiGeeks. Et elles ont un site web, mais je peux vous passer après, où il y a justement, elles font des reviews de jeux vidéo inclusifs. Enfin, elles font aussi sur de la BD, des mangas et d'autres éléments de la culture geek. Mais il y a notamment des jeux vidéo, et là, ça peut déjà être une première bonne ressource. Mais... Oui, sinon évidemment il y a les PEGI et ça c'est vraiment juste pour l'âge et généralement c'est sur le niveau de violence ou bien s'il y a des mots grossiers ou du langage grossier dedans et là il faut toujours peut-être juste regarder la boîte de jeu avant de l'acheter. Enfin c'est comme pour aller voir un film en gros. Mais est-ce qu'il nous donne une indication PEGI sur le sexisme? Non, pas forcément. Non, pour avoir rempli les déclarations, c'est vraiment pas quelque chose qui entre en cadre. D'accord. S'il y a une représentation de violence, oui, mais peu importe quelle est la victime, en fait, il ne fait pas la différence. D'accord. Et la violence verbale n'est pas vraiment considérée au même... comme violence. Voilà. Parfait. Je crois qu'on arrive un peu au bout. Merci pour vos questions. Juste avant de vous laisser, on a aussi une exposition dans tout le festival du projet Genre et Numérique sur les pionnières du numérique. Vous pouvez aller découvrir et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez encore des questions là maintenant. Merci pour tout. Je voulais laisser quelques dépliants ici qui donnent les messages essentiels, les thématiques qui sont abordées dans le jeu et puis aussi les numéros d'urgence. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous servir. Merci. Merci beaucoup.